Certains moments sont comme un éclair dans la nuit noire. Ils illuminent tout, transformant le paysage en un instant. Voici l'histoire d'un de ces moments. Elle parle d'une serveuse discrète dans un restaurant haut de gamme, d'un milliardaire dont la richesse n'avait d'égal que son arrogance, et d'un torrent de mots rageurs prononcés dans une langue qu'il croyait être son arme secrète. Il avait l'intention de l'humilier, de la remettre à sa place. Il pensait qu'elle était insignifiante, mais il allait bientôt découvrir que les histoires les plus profondes se cachent souvent chez les personnes les plus discrètes et qu'une seule phrase parfaitement formulée peut être plus puissante que tout l'argent du monde. La Belle Époque était un restaurant qui vendait de la nostalgie comme plat principal. Niché dans une ruelle pavée du quartier historique de Boston, c'était un îlot au charme d'antan, dans une mer de tours de verre scintillantes. Son propriétaire, un homme gentil et perpétuellement inquiet nommé Marco Clate, tenait à avoir de vraies nappes, des fleurs fraîches sur chaque table et un personnel qui privilégiait la discrétion avant tout. Les Cléonel étaient des vieilles fortunes de la ville, les hommes politiques influents et les nouveaux titans de la finance qui avaient fini par se sentir chez eux ici. Amelia Sterling était un fantôme dans cette cage dorée. À 24 ans, elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui témoignait d'années de pratique. Elle était efficace, observatrice et presque totalement invisible, ce qui lui convenait parfaitement. Son uniforme, une blouse noire impeccable et un pantalon étaient son armure. Son comportement discret était son bouclier. La plupart des clients la considéraient comme un élément du décor, une pièce fonctionnelle de l'élégant mécanisme qui leur apportait leurs coquilles Saint-Jacques poêlées et leurs Bordeaux millésimés. Ils ne voyaient pas les traces de charbon qui restaient perpétuellement sous ses ongles, même si elle les frottait avec acharnement. Ils ne voyaient pas la fatigue derrière ses yeux noisettes, une fatigue qui ne venait pas seulement du fait de travailler 2 fois plus, mais aussi du poids d'une vie antérieure à celle-ci. Ils ne savaient pas que dans son petit appartement meublé de façon spartiate, des croquis de bâtiments recouvraient chaque centimètre carré des murs. Pas des gratte-ciels modernes, mais des représentations détaillées et pleines d'amour d'anciennes arcades, de cours intérieures complexes et de places publiques majestueuses, des reconstructions d'une ville située à des milliers de kilomètres, une ville qu'elle ne pouvait plus visiter que dans ses souvenirs. Elle n'était pas seulement serveuse. Elle était étudiante en architecture à l'université de la ville, alimentée par du café tiède et un besoin brûlant et désespéré de reconstruire ce qui avait été perdu. Ce mardi soir-là, l'air du La Belle Époque était chargé du murmure des conversations chères. Une tempête se préparait dehors, et la lumière tamisée et chaleureuse du restaurant ressemblait à un sanctuaire. Amelia se glissait entre les tables, remplissant les verres d'eau et débarrassant les assiettes. Son esprit était en partie occupé par un problème d'ingénierie structurelle difficile auquel elle se heurtait pour son projet de Miss Mestre. C'est alors qu'il entra. Samuel Chevalier n'était pas un homme qui entrait dans une pièce. Il la conquérissait. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que les frais de scolarité d'Amelia pour tout le semestre. Et il dégageait une aura de puissance prédatrice brute. C'était un magnat de l'immobilier, un raider, un homme qui ne voyait pas les villes comme des lieux où vivaient des gens, mais comme des échiquiers sur lesquels construire son empire. Il était accompagné de 2 hommes plus jeunes, Léo Martinez et Richard Powell, tous deux nerveux et désireux de plaire, comme des chacals dans l'orbite d'un lion. M. Cléty les salua personnellement, sa chaleur habituelle remplacée par une tension palpable. Amelia, depuis son poste d'observation près de la station-service, savait pourquoi. La société de Chevalier Global, avait récemment acheté tout le quartier, y compris le bâtiment historique qui abritait la Belle Époque. L'avis d'expulsion, rédigé dans un langage juridique froid et impersonnel, était affiché sur le tableau d'affichage de la cuisine. Depuis des mois, M. Cléty se battait contre cette décision, arguant que le restaurant était un lieu emblématique, une partie de l'âme de la ville. Pour Chiovalia, il s'agissait simplement d'une structure obsolète située sur un terrain destiné à accueillir une nouvelle tour de luxe de 50 étages. La table du coin, ordonna Cléty Chevalier, sans même demander, et apportez votre meilleure bouteille de scotch. Nous célébrons une victoire. M. Cléty fit la grimace, mais acquiesça et les conduisit à la meilleure table du restaurant. Amelia fut affectée à leur section. Son estomac se noua. Elle prit une profonde inspiration, lissa son tablier et se dirigea vers la fosse aux lions.
Bonsoir, messieurs. Puis-je vous apporter de l'eau pour commencer? Demanda-t-elle d'une voix calme et posée. El Chevalier ne la regarda même pas. Il était occupé à faire défiler quelque chose sur son téléphone. Apportez juste le scotch, dit-il sèchement en agitant la main d'un air dédaigneux. Richard Powell, le plus servile des deux associés, sourit narquoisement. L'homme dit, la meilleure bouteille, chérie, ne nous apportez pas de la piquette. Amelia acquiesça simplement. Bien sûr, monsieur. Pendant l'heure qui suivit, elle les servit avec un professionnalisme irréprochable. Elle resta impassible, tandis que Chevalier réprimandait bruyamment un subordonné au téléphone à propos d'une affaire à Dubaï. Sa voix tranchait avec l'ambiance feutrée du restaurant. Elle ignora la condescendance avec laquelle Richard commanda son repas, comme s'il s'adressait à un enfant. Léo, l'autre associé, était plus discret, jetant parfois à Amelia un regard qui semblait exprimer de la sympathie avant de rapidement détourner les yeux, ne voulant pas contrarier son patron. La tension à table était centrée sur Chevalier. Il était agité, nerveux, un homme habitué à être constamment en mouvement, qui trouvait le simple fait de s'asseoir pour manger gênant. Il traitait le restaurant et son personnel comme le prolongement de sa volonté. Lorsque son steak n'était pas cuit exactement à son goût, il le renvoyait sans un mot, repoussant simplement l'assiette au bord de la table avec un regard dégoûté. Amelia gérait tout cela avec la même efficacité placide. Elle avait déjà eu affaire à des clientes difficiles. Elle avait connu des choses bien pires dans sa vie que le tempérament d'un homme riche. Elle était comme un rocher dans une rivière, laissant le courant de son arrogance la submerger. Le moment fatidique arriva avec le café. L'orage avait éclaté et la pluie fouettait désormais les fenêtres. Chevalier était en pleine tirade sur les formalités administratives qui retardaient la construction de sa nouvelle tour, celle-là même qui remplacerait ce restaurant. Il gesticulait avec frénésie, sa main fendant l'air. Amelia s'approcha pour remplir sa tasse de café. Elle se déplaçait avec précaution, comme toujours. « Encore du café, monsieur Chevalier. » Il ne l'entendit pas ou n'y prêta pas attention. Alors qu'elle se penchait avec la cafetière, sa main jaillit dans un geste de frustration. Elle heurta son bras. La cafetière bascula et le liquide chaud et sombre se déversa sur la table, éclaboussant la nappe blanche immaculée et, plus grave encore, une pile de plans architecturaux qu'il venait de dérouler. Un silence de mort s'abattit soudainement sur la table. Le bourdonnement sourd du restaurant sembla s'évanouir dans le néant. Chevalier fixait la tache brune qui s'étalait sur ses plans. Son visage, qui était rouge de colère, pâlit sous l'effet de la fureur. Il leva lentement les yeux des papiers abîmés vers Amelia. Son regard était glacial. Richard Powell eut le souffle coupé. « Quelle maladroite! Tu es forte? Tu te rends compte de ce que tu as fait? » Le cœur d'Amelia battait à tout rompre, mais son visage restait impassible. « Je suis vraiment désolé, monsieur. C'était un accident. » Chevalier repoussa sa chaise dont les pieds raclèrent bruyamment le sol. Il se leva, la dominant de toute sa hauteur. Tout le restaurant les observait désormais. Il n'éleva pas la voix. Il fit quelque chose de bien plus cruel. Il baissa la voix, rendant ses propos plus personnels, plus intimes. Il se pencha vers elle pour qu'elle seule puisse l'entendre, et son expression se tordit en un rictus. Il supposait, comme la plupart des gens, qu'une serveuse dans un restaurant de Boston serait juste une autre Américaine. Il décida d'utiliser une langue qu'il avait apprise lors de ses transactions commerciales impitoyables au Moyen-Orient. Une langue qu'il utilisait pour se mettre en valeur, pour dominer, pour tracer une ligne entre lui et les petites gens. Il passa à l'arabe. Les mots étaient gutturaux, tranchants et empreints de mépris. Il passa à l'arabe. Ces mots étaient gutturaux et tranchants, empreints de mépris. Espèce de chien errant, tu n'es rien. Au moins, les animaux ont une utilité. Mais toi, tu n'es rien d'autre qu'un gaspillage d'air. Il l'avait traitée de chien errant. Il lui avait dit qu'elle n'était rien. Qu'au moins, les animaux avaient une utilité. Mais elle n'était qu'un gaspillage d'air. C'était une insulte ignoble et profondément personnelle, destinée à briser la dignité de quelqu'un qui, selon lui, ne pouvait pas la comprendre. Il sourit, un petit sourire froid et triomphant, s'attendant à voir de la confusion, peut-être de la peur dans ses yeux. Il se redressa, prêt à exiger que M. Cléty la licencie sur le champ. Il avait porté son dernier coup fatal. Mais Amelia ne semblait pas confuse. Elle ne semblait pas effrayée. Pour la première fois de la soirée,
Le masque de la serveuse invisible glissa. Sa posture changea. Elle se redressa, sa colonne vertébrale se raidissant comme si elle était forgée dans l'acier. Elle leva le menton et ses yeux noisettes rencontrèrent directement les siens. La fatigue qui les habitait avait disparu, remplacée par un feu qui semblait brûler des années de souffrance silencieuse. Un moment de silence s'écoula, puis elle lui répondit. L'arabe parlé par Samuel Chevalier était fonctionnel, le genre d'arabe qu'un étranger apprend dans une salle de réunion pour intimider et impressionner. C'était un arabe moderne et saccadé, avec l'accent dur de quelqu'un qui avait mémorisé des mots sans jamais en comprendre l'âme. L'arabe parlé par Amelia Sterling en réponse était comme de la poésie. Il coulait de sa bouche non pas comme une langue apprise, mais comme une langue maternelle imprégnée de la douce cadence mélodique du Levant. C'était le dialecte des érudits et des poètes, l'arabe lyrique ancien de sa ville natale, Alep, une ville réputée pour sa culture bien avant d'être connue pour ses ruines. Elle ne criait pas. Sa voix était calme, mais elle tranchait le silence du restaurant avec la précision du scalpel d'un chirurgien. Amelia lui répondit dans un arabe lyrique parfait, d'un ton calme mais tranchant. Les chiens errants dont vous parlez, monsieur, sont plus fidèles que les hommes qui oublient que leur cœur n'est pas seulement une pompe à sang. Les mots restèrent suspendus dans l'air, complexes et dévastateurs. Le sourire narquois de Samuel Chevalier se figea sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent, la confiance glaciale qui les habitait, laissant place à un choc pur et simple. Ses deux associés, Richard et Léo, regardèrent tour à tour Samuel et Amelia, le visage empreint de confusion. Ils ne comprenaient pas les mots, mais ils comprenaient le bouleversement radical qui venait de se produire. Amelia venait de lui dire avec une aisance époustouflante. Les chiens errants dont vous parlez, monsieur, sont plus fidèles que les hommes qui oublient que leur cœur n'est pas seulement un muscle servant à pomper le sang. Elle n'avait pas fini. Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Elle continua, toujours en arabe. Vous devriez peut-être passer moins de temps à construire des tours de verre et plus de temps à vous regarder dans le miroir. Vous pourriez être terrifié par le vide qui vous regarde en retour. Vous devriez peut-être passer moins de temps à construire des tours de verre et plus de temps à vous regarder dans le miroir. Vous pourriez être effrayé par le vide qui vous regarde en retour. Chaque syllabe n'était parfaite, chaque intonation était chargée d'un sens qui allait bien au-delà de la traduction littérale. Elle avait pris son insulte grossière et la lui avait renvoyée, non pas avec la même vulgarité, mais avec une élégance profonde et perçante. Elle avait mis à nu sa pauvreté spirituelle, avec le langage même qu'il avait essayé d'utiliser comme une arme. Samuel Chevalier était pour la première fois de sa vie d'adulte sans voix. C'était comme si elle avait plongé la main dans sa poitrine et arrêté momentanément son cœur. Lui, un homme qui avait bâti son empire sur les mots, les menaces, les négociations, les ordres, n'avait plus rien à dire. Il ne pouvait que fixer cette serveuse, cette personne insignifiante, qui l'avait complètement et totalement démantelée. Qui était-elle? D'où venait-elle? Son esprit s'emballait, essayant de comprendre l'impossible. La fluidité, l'accent, ce n'était pas quelque chose que l'on apprenait dans une salle de cours à l'université. C'était vécu, c'était respiré, c'était le son d'un foyer qu'il n'avait visité que pour le piller. Le charme fut rompu par M. Cléty qui se précipita vers la table. « Monsieur Chevalier, Amelia, que se passe-t-il ici? Tout va bien? » Le regard d'Amelia se détourna enfin de celui de Chevalier. Elle se tourna vers son patron et le feu dans ses yeux s'adoucit pour laisser place à une détermination familière et fatiguée. Le fantôme était de retour, mais changé. « Tout va bien, Marco, dit-elle en anglais, d'une voix calme. Il y a eu un accident. Je m'excusais simplement auprès de ce monsieur. S'excuser. Le mot semblait absurde. Elle venait de procéder à une exécution verbale et elle appelait cela des excuses. Chevalier retrouva sa voix, mais elle était rauque, inconnue. « Va chercher mon manteau, dit-il à Richard, sans quitter Amelia des yeux. »« Mais Samuel, l'accord que nous allions conclure, balbutia Richard. La voix de Chevalier était désormais un grognement grave. Richard et Léo se levèrent précipitamment, cherchant leur veste à tâtons. Chevalier continuait à fixer Amelia. Ce n'était plus un regard arrogant ou colérique. C'était tout autre chose, un regard perplexe, inquisiteur, comme s'il essayait de voir au-delà de son uniforme et de pénétrer au plus profond de son être. Il jeta quelques centaines de billets sur la table, bien plus que le montant de l'addition.
Mais ce n'était pas un pourboire. Cela ressemblait plutôt à une retraite, à une capitulation. Sans un mot, il se retourna et sortit du restaurant, ses associés le suivant comme des poissons pilotes désorientés. La lourde porte en chêne se referma derrière eux, laissant derrière eux un silence profond et retentissant. Le restaurant resta figé pendant un instant. Tous les regards étaient tournés vers Amelia. Elle se tenait près de la nappe tachée, une cafetière solitaire à la main, semblant petite et pourtant plus grande que tous les autres dans la salle. Puis un homme âgé en veste de tweed, assis à une table voisine, se mit à applaudir. Il était lent, délibéré. Il s'agissait du Dr. Alistair Albright, professeur retraité d'études moyen-orientales à Harvard et habitué du Labour Epoch depuis 20 ans. Il avait compris chaque mot qui avait été échangé. Ses applaudissements furent bientôt rejoints par quelques autres clients, d'abord timides et dispersés, puis se transformant en une vague chaleureuse de soutien. Amelia regarda autour d'elle, troublée, les joues rougissantes. C'était tout le contraire de l'invisibilité qu'elle recherchait. Elle se sentait exposée, vulnérable. Elle fit un petit signe de tête tremblant à la salle, puis se retourna rapidement et s'enfuit vers la relative sécurité de la cuisine, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Dans la cuisine, le personnel fourmillait de questions. « Qu'est-ce que tu lui as dit, Maria ?» lui demanda une autre serveuse, les yeux écarquillés. « Je n'ai jamais vu personne rembarrer un type comme ça. » Amalia s'appuya contre le comptoir en acier inoxydable, respirant profondément. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Elle ne pouvait pas leur dire que pendant un bref instant, elle n'était pas Amelia Sterling, la serveuse. Elle était Amira Al-Jamil, la fille de Khaled Alj, l'architecte le plus respecté d'Alep. Elle était la fille qui avait grandi en écoutant son père réciter la poésie d'Al-Mutanabbi, tout en dessinant des plans pour de nouvelles bibliothèques et en restaurant d'anciennes mosquées. Le langage que Chevalier avait utilisé comme une arme était celui des berceuses de son père, celui de la sagesse de son foyer perdu. En le déformant pour en faire quelque chose de laid, il ne l'avait pas seulement insulté, il avait profané un souvenir. Et pour la première fois depuis qu'elle avait fui son pays ravagé par la guerre, la partie calme et brisée d'elle-même s'était réveillée en rugissant. Mais à mesure que l'adrénaline s'estompait, une froide terreur a commencé à s'installer. Elle n'avait pas simplement répondu à un client grossier. Elle avait publiquement humilié Samuel Chevalier, un homme qui écrasait tout ce qui se trouvait sur son chemin. Un homme qui tenait entre ses mains le destin du restaurant de M. Cléty, sa seule source de revenus. Elle avait remporté la bataille des mots. Mais elle était terrifiée. Elle venait de déclencher une guerre qu'elle n'avait aucune chance de gagner. Le monde extérieur évoluait à la vitesse de la lumière. Samuel Chevalier avait supposé que son insulte privée vicieuse serait une explosion isolée, une démonstration de pouvoir momentané. Il n'avait pas tenu compte des yeux et des oreilles omniprésents du 21e siècle. À une petite table près de la fenêtre, un jeune entrepreneur technologique dînait avec sa petite amie. Il ne comprenait pas l'arabe, mais il reconnut le drame brut lorsqu'il le vit. L'atmosphère tendue, le visage hargneux du milliardaire, la transformation soudaine et puissante de la serveuse. C'était captivant. Il avait discrètement commencé à enregistrer avec son téléphone juste au moment où Chevalier se penchait pour proférer son insulte. Il a capturé toute la conversation, l'arabe grossier, la réponse lyrique et stupéfiante d'Amelia, l'expression abasourdie de Chevalier et les applaudissements satisfaisants du professeur à la fin. Il n'avait même pas payé sa note avant de la mettre en ligne. Il lui a donné un titre simple et accrocheur. Un milliardaire se fait rembarrer en arabe fluide par une serveuse de Boston. Il a tagué plusieurs médias locaux et blog people. Puis il est retourné à son dessert. Au moment où Amelia terminait son service, essuyant les dernières tables et aidant M. Cléty à fermer, la vidéo n'était plus une étincelle. C'était un feu de forêt. Elle a envahi Twitter, a été partagée des dizaines de milliers de fois sur Facebook et est devenu le post le plus populaire sur les forums publics de Reddit, consacré au scandale et à la justice rendue. Les gens étaient fascinés. Les commentateurs qui parlaient arabe ont rapidement fourni des traductions, et à chaque traduction, l'histoire prenait de l'ampleur. L'insulte grossière de Chevalier a été exposée au regard du monde entier, contrastant avec la réponse poétique et dévastatrice d'Amelia. Elle est devenue une héroïne populaire du jour au lendemain. Comme personne ne connaissait son nom, on lui en a donné un, la serveuse d'Alep.
Ce surnom est devenu viral. Les gens ont salué son courage, sa dignité, son intelligence. Ils ont été émerveillés par la classe pure et authentique de sa riposte. Des mèmes ont été créés. L'image de son visage calme face à l'expression stupéfaite de Chevalier est devenue le symbole d'une résistance silencieuse contre le pouvoir arrogant. Amelia n'était au courant de rien. Elle rentra chez elle à pied dans les rues glissantes sous la pluie, repassant sans cesse la scène dans sa tête. Elle était tiraillée entre la fierté et la terreur. La fierté était un sentiment oublié, une braise chaude, issue d'une vie qu'elle croyait éteinte. La terreur, elle, lui était trop familière. Elle s'inquiétait pour M. Cléty. Elle s'inquiétait pour son travail, ses frais de scolarité, sa nouvelle vie fragile et soigneusement construite. Elle arriva à son petit appartement, où l'odeur de la térébenthine et du vieux papier la réconforta. Elle alluma son ordinateur portable pour travailler sur son projet de mi-semestre, mais son esprit était trop dispersé. Sur un coup de tête, elle ouvrit un navigateur et tapa Label Epoch. Les résultats de la recherche la frappèrent comme un coup physique. Son visage, ou plutôt une version floue et pixelisée de celui-ci tiré de la vidéo, était partout. Les titres des journaux lui criaient dessus. Qui est cette mystérieuse personne? La serveuse qui a remis Samuel Chevalier à sa place. L'insulte en arabe du milliardaire de Boston se retourne contre lui dans une vidéo virale. La serveuse d'Alep, une histoire de grâce sous le feu. Elle cliqua sur la vidéo, la main tremblante. Elle regarda la scène se dérouler du point de vue d'un étranger. Elle entendit sa propre voix parler la langue de son enfance et une vague de profonde tristesse et de nostalgie l'envahit. Elle entendit la voix de son père dans sa propre cadence. Elle vit la force de sa mère dans sa posture. La vidéo ne durait qu'1 minute, mais elle contenait toute son histoire. Son téléphone vibra. C'était M. Cléty. « Amelia, tu as vu ça? » Sa voix était tendue par la panique. « Je suis Marco. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Ce n'est pas ta faute, mon enfant, dit-il, même si son ton trahissait sa peur. Tu as fait ce que toute personne digne aurait fait. Mais Amelia Chevalier n'est pas quelqu'un qui pardonne. Ce n'est pas quelqu'un qui oublie. C'est grave. J'ai reçu un email de ses avocats il y a 1 heure. Ils résilient notre bail. Le délai de grâce est annulé. Nous avons 30 jours pour quitter les lieux. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. 30 jours. Mais c'est illégal, votre contrat. Il a les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. Amelia, ils ont trouvé une faille, une subtilité juridique. Peu importe que ce soit légal. Le temps que je me batte devant les tribunaux, nous serons déjà loin. Il ne se contente plus de démolir l'immeuble. Il nous punit. Il me punit à cause de toi. Ces mots, bien qu'ils ne fussent pas destinés à être cruels, lui transpercèrent le cœur. Elle en était la cause. Son moment de rébellion avait coûté à cet homme gentil son gagne-pain, le travail de toute une vie. Les emplois de ses amis, Maria, les cuisiniers, les plongeurs, tout avait disparu à cause d'elle. La culpabilité l'écrasait plus lourdement que n'importe quelle insulte que Chevalier aurait pu lui lancer. Pendant ce temps, dans son appartement terrasse surplombant la ville, Samuel Chevalier regardait la même vidéo. Mais il ne ressentait aucune culpabilité. Il ressentait une rage si pure et si froide qu'elle en était presque sublime. Ce n'était pas l'insulte qui le dérangeait. C'était la perte de contrôle, l'humiliation publique. Il avait passé toute sa vie à cultiver une image de pouvoir intouchable et en 60 secondes, une serveuse inconnue l'avait brisé. Son téléphone n'avait cessé de sonner. Son équipe de relations publiques était en état de panique totale. Le conseil d'administration exigeait des explications. Un investisseur important d'Abu Dhabi, un homme dont il avait mis des années à gagner le respect, lui avait envoyé un SMS d'une seule ligne. Ce n'est pas ainsi que se comportent les hommes forts. Trouvez-le, il fulmina contre le chef de sa sécurité personnelle. Un homme redoutable nommé Carter. Je ne parle pas de son nom sur la liste des employés du restaurant. Je veux tout savoir. Où elle est née, où elle est allée à l'école, ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Je veux savoir qui lui a donné le droit de me regarder ainsi. Découvrez qui elle est, et je veux dire tout. Carter, un homme habitué à déterrer des informations sur l'espionnage industriel et les dossiers financiers cachés, acquiesça. Ce sera fait, Monsieur Chevalier. Samuel se retourna vers l'écran, mettant la vidéo en pause sur le visage d'Amelia. Le regard provocateur dans ses yeux était comme un défi personnel. C'était un homme qui construisait des immeubles, écrasait ses concurrents
et redessinait les horizons urbains. Il ne se laisserait pas abattre par une serveuse. Il la trouverait et utiliserait ces informations pour l'écraser, pour réaffirmer sa domination. Il prouverait que dans son monde, les gens comme elle n'avaient pas le dernier mot. Le feu numérique brûlait maintenant, mais c'est lui qui contrôlerait les cendres. Carter était d'une efficacité redoutable. Ancien analyste du renseignement, il évoluait dans le monde numérique et physique avec une précision chirurgicale silencieuse. Pour lui, découvrir la vie d'Amelia Sterling était une affaire insignifiante. En moins de 24 heures, un fichier crypté élégant atterrit dans la boîte de réception de Samuel Chevalier. L'objet était simple, dossier complet sur Sterling. Samuel l'ouvrit dans son bureau aux parois de verre stérile. La ville de Boston s'étendait sous ses yeux comme une carte. Il s'attendait à trouver une histoire de lutte banale. Peut-être une immigrante de deuxième génération, un visa étudiant, un passé de petit boulot. Il cherchait un moyen de pression, une faiblesse, un point sensible qu'il pourrait utiliser pour la faire taire et redorer son image publique. Ce qu'il trouva fut une histoire fantomatique. La première page contenait des informations standards. Nom, Amelia Sterling, 24 ans. Adresse actuelle, un immeuble à Holston. Profession, serveuse chez Epoch. Étudiante à la Boston City College School of Architecture. Il s'arrêta. Architecture. Une lueur de contrariété et de surprise le traversa. Il regarda la maquette à moitié terminée de sa propre tour chevalier qui se trouvait dans un coin de son bureau. Il chassa cette pensée et continua sa lecture. La section suivante concernait son histoire d'immigration. Statut. Réfugié politique ayant obtenu l'asile il y a 5 ans. Pays d'origine, Syrie. Ville d'origine, Alep. Cela le fit s'arrêter à nouveau. Alep. Ce nom faisait la une des journaux, une tragédie dont il avait pris connaissance dans le Wall Street Journal en buvant son espresso matinal. Un lieu de ruines et de poussière, cela expliquait son accent, mais pas la flamme dans ses yeux, sa dignité royale. Il cliqua ensuite sur le fichier suivant intitulé « Histoire familiale » et le monde bascula sur son axe. Le dossier contenait des documents numérisés, des actes de naissance traduits et de vieilles coupures de journaux. Son nom d'origine n'était pas Amelia Sterling. C'était une anglicisation qu'elle avait adoptée pour sa nouvelle vie. Son nom de naissance était Mamira Al-Jileh. Le nom Al-Jileh ne lui disait rien. Mais le nom de son père, qui apparaissait ensuite, le frappa comme un coup physique. Père, Dr. Khaled Al-Jam, architecte et professeur d'histoire de l'architecture à l'université d'Alep, Samuel sentit son sang se glacer. Il se pencha en avant, le visage à quelques centimètres de l'écran. Cela ne pouvait pas être vrai. Il s'empressa d'ouvrir un nouvel onglet dans son navigateur et tapa le nom Khaled Al-Jamil. Les résultats de recherche étaient remplis de revues universitaires, de magazines d'architecture et d'hommages de l'UNESCO. Khaled Al-Jamil n'était pas seulement un architecte. C'était une légende, un visionnaire qui avait su marier harmonieusement les techniques structurelles modernes et le design islamique ancien. Il était célèbre pour sa restauration de la grande mosquée d'Alep et ses conceptions de bibliothèques publiques et de centres culturels à travers le Levant. C'était un puriste, un poète de la pierre et de l'acier. Il y a des années, lorsque Samuel débutait, affamé et ambitieux, il avait étudié le travail des grands architectes du monde. Il avait une admiration secrète pour les maîtres, un côté de lui-même qu'il ne montrait jamais à ses partenaires commerciaux impitoyables. Il se souvenait avoir vu un portrait de Khaled Al-Jam dans un magazine international de design. Il avait été captivé par la philosophie de cet homme, selon laquelle les bâtiments devaient servir l'âme d'une communauté et pas seulement l'ego de leur créateur. À l'époque, il avait rejeté cette idée comme naïve, mais l'élégance des créations d'Alge était restée gravée dans son esprit. Le dossier se poursuivait et l'histoire prenait une tournure sombre. Il comprenait des photos satellites et des rapports de la Croix-Rouge. La maison familiale des Alges, un bel exemple d'architecture alpine traditionnelle que Khaled avait restauré lui-même, se trouvait dans un quartier qui avait été touché par une bombe baril. Le rapport énumérait les victimes. Khaled Alge, décédé. Samira Al-Jamil, épouse, décédée. Karim Al-Jam, fils, 12 ans, décédé. Une survivante était mentionnée. Amamira Al-Jam, 19 ans. Elle avait été tirée des décombres par des voisins. Elle a passé 2 mois dans une clinique de fortune dans un camp de réfugiés avant d'entreprendre un périlleux voyage à travers la Turquie, puis l'Europe, et enfin, grâce à un programme des Nations Unies pour les réfugiés,
Les États-Unis. Le dernier document du dossier était une photographie. Il s'agissait d'une copie numérisée d'un ancien portrait de famille. Khaled Al-Jam, un homme souriant aux yeux gentils et intelligents, tenait par l'épaule une belle femme. Devant eux se tenait un jeune garçon qui jouait au football et une adolescente aux longs cheveux bruns et aux mêmes yeux noisettes qui l'avaient fixe dans le restaurant. Elle souriait, rayonnante d'une lumière et d'une joie de vivre qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elle tenait un carnet de croquis et un crayon. Samuel Chevalier se cala dans son fauteuil en cuir. Le silence de son bureau l'oppressait. L'air semblait rare, difficile à respirer. Il sentit un sentiment froid et vide envahir sa poitrine. Ce n'était pas une serveuse. C'était la seule survivante d'une lignée de génies. C'était la fille d'un homme qu'il admirait secrètement dans un coin de son âme. Il s'était tenu devant cette femme, cette orpheline qui avait tout perdu, et l'avait traitée de chien errant. Il s'était moqué d'elle, la traitant de gaspillage d'air, dans la langue même que son père avait probablement utilisée pour lui enseigner la poésie et la beauté. Les plans de sa tour Chevalier, tachés par le café qu'elle avait renversé, étaient toujours sur son buffet. Il les regarda avec leurs angles vifs, leurs verres froids, leur structure imposante et stérile conçue pour crier son propre nom dans le ciel. Pour la première fois, il les voyait à travers un autre regard. Il imagina ce que Khaled Al-Jam en penserait. Il imagina ce qu'Amira Al-Jamal Emilia Sterling en pensait. Tu pourrais être effrayé par le vide qui te regarde en retour. Ces mots résonnaient dans son esprit, non plus comme une insulte, mais comme une prophétie. Il regardait sa vie, son empire, sa tour, et il voyait le vide, l'absence totale et profonde d'âme. La rage avait disparu. Le besoin de vengeance s'était évaporé. À sa place, il y avait quelque chose de profondément troublant, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. La honte. Il avait voulu trouver une faiblesse, un point faible, pour la détruire. Au lieu de cela, il avait découvert une histoire d'une force inimaginable et un miroir qui lui montrait la pauvreté de son propre caractère. Il avait entrepris d'écraser un fantôme, et le fantôme s'était retourné et lui avait montré que c'était lui qui était vraiment hanté. Son plan de vengeance était désormais réduit en cendres, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait construire à la place. La vidéo virale et l'humiliation publique qui s'ensuivit pour Samuel Chevalier eurent une conséquence inattendue. Elles attirèrent l'attention du Dr. Alistair Albright, le professeur de Harvard, qui avait déclenché les applaudissements dans le restaurant sur l'histoire d'Amelia. Il avait été hanté par cet échange, par la pureté de son dialecte alpin. Il partit à sa recherche. Il ne la trouva pas au La Belle Époque, désormais fermée, mais à la bibliothèque du City College, penchée sur une table à dessin, le visage éclairé par la lueur d'une lampe. Elle semblait épuisée, mais déterminée. Il se présenta gentiment, prononçant quelques mots dans le même arabe classique qu'elle avait utilisé. Elle releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de surprise. « J'étais là ce soir-là », expliqua-t-il en anglais. « J'étais professeur d'histoire du Moyen-Orient. Ce que vous avez fait, la dignité dont vous avez fait preuve, c'était remarquable. » Avec hésitation, Amelia se mit à parler. Pour la première fois depuis son arrivée en Amérique, elle raconta son histoire à quelqu'un. Pas la version édulcorée des réfugiés, mais la vraie. Elle parla de son père, de son travail, de son rêve de suivre ses traces et de la culpabilité écrasante qu'elle ressentait désormais face au sort de La Belle Époque. Le docteur Albright écouta, son expression devenant de plus en plus grave à chaque mot. « Amelia, dit-il finalement d'une voix ferme, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Un homme comme Chevalier est une force de la nature, comme un ouragan. Vous vous êtes simplement trouvé sur son chemin. Mais vous n'avez pas cédé. » Il marqua une pause. Votre père, Khaled Al-Jam, était un grand homme. Sa disparition est une perte pour le monde entier. Son travail ne doit pas être oublié. Ton travail ne doit pas être oublié. Inspiré et encouragé par son histoire, le Dr. Albright passa quelques coups de fil. Il était à la retraite, mais son nom avait toujours un poids considérable. Il parla à une journaliste du Boston Globe, une ancienne étudiante connue pour ses reportages approfondis et empreints de compassion. Il contacta la commission des monuments historiques de la ville. Il ne se contenta pas de leur parler d'une serveuse qui avait été lésée. Il leur a raconté l'histoire d'Amamira Al-Jamil, héritière d'un patrimoine architectural, et comment les derniers vestiges de sa nouvelle vie
était sur le point d'être rasé par l'homme même qui avait insulté son héritage. Le récit a commencé à changer. L'histoire ne concernait plus seulement un milliardaire grossier. Elle est devenue une histoire de culture, d'histoire et de préservation. C'était David contre Goliath. Mais désormais, David avait une histoire qui trouvait un écho dans toute la ville. Des manifestations, modestes au début, ont commencé à se former devant le label Epoch, barricadé. Les étudiants de l'Amelia's College se sont joints à eux en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «L'âme de Boston n'est pas à vendre, construisez des ponts, pas des tours». Sous la pression publique, la commission historique a annoncé un examen d'urgence du statut de monument historique du bâtiment. Une décision qui suspendait temporairement tout permis de démolition. Samuel Chevalier se retrouvait dans une guerre d'un genre entièrement nouveau. Il ne s'agissait pas d'un rachat d'entreprise qu'il pouvait gagner à coups d'offres hostiles et d'accords secrets. C'était une bataille pour l'opinion publique et il était en train de la perdre de manière catastrophique. L'histoire de la fille de l'architecte était bien plus convaincante que celle du milliardaire lésé. Ses tentatives pour limiter les dégâts, une excuse stérile approuvée par son avocat et publiée par son agence de relations publiques, ont été accueillies avec ridicule et mépris. Ses investisseurs commençaient à s'inquiéter. Le projet de la tour Chevalier était désormais enlisé dans la mauvaise presse et les retards bureaucratiques. Sa marque, autrefois synonyme de pouvoir et de succès, devenait synonyme d'intimidation et de vandalisme culturel. Assis dans son bureau, le dossier sur Amelia était toujours ouvert sur son ordinateur. Il avait deux choix. Il pouvait doubler la mise, utiliser son armée d'avocats pour écraser l'opposition, se battre contre la ville et finalement construire son monument à la vacuité. Il finirait par gagner. Il avait toujours gagné. Mais la victoire serait creuse, fondée sur la haine du public et sa propre honte. Ou il pouvait faire autre chose, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il pouvait céder le contrôle. Il pouvait admettre sa défaite. Il regarda la photo de la famille Alge souriante. Il regarda l'adolescente avec son carnet de croquis. Il pensa à elle dans la bibliothèque, dessinant des bâtiments de mémoire pendant qu'il était assis dans sa tour de verre à compter son argent. Son téléphone sonna. C'était Léo Martinez, son associé plus discret et plus observateur. « Monsieur Léo, dit-il d'une voix hésitante, j'ai suivi l'actualité. Cela ne va pas disparaître. » « Où veux-tu en venir, Léo ?» rétorqua Samuel, son ancienne impatience refaisant surface. « Ce que je veux dire, monsieur, c'est que nous abordons peut-être la question sous le mauvais angle. Nous essayons de la faire taire. Peut-être devrions-nous l'écouter. » C'était courageux de sa part, et Léo savait qu'il risquait sa carrière. Samuel resta silencieux pendant un long moment. L'ancien hymne aurait licencié Léo sur le champ pour une telle insubordination, mais l'ancien hymne n'avait pas été aussi minutieusement disséqué par quelques vers de poésie. « Va chercher la voiture, Léo, » dit Samuel d'une voix calme, dépourvue de son arrogance habituelle. « Nous allons faire un tour et trouver où je peux trouver Amelia Sterling. Pas pour lui remettre des papiers, mais pour lui parler. » Léo était stupéfait. « Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. » Alors que Samuel se levait, son regard se posa une fois de plus sur la maquette de la tour Chevalier. Il s'en approcha, ce monument à son propre ego. Il regarda ses lignes stériles, son ambition sans âme, et d'un geste soudain et décisif, il balaya le piédestal de son bras, en voyant la maquette de plusieurs millions de dollars s'écraser sur le sol dans une pluie de plastique brisé et de rêves brisés. Il ne regarda pas les débris. Il allait construire quelque chose de nouveau. Trouver Amelia n'était pas difficile. Le Dr. Albright était devenu une figure protectrice dans sa vie. Et lorsque Léo Martinez l'appela pour lui expliquer que M. Chevalier souhaitait lui parler en personne, le vieux professeur se montra sceptique. Il ne la harcèlera pas. Léo insista. Il ne s'agit pas d'intimidation. Je vous donne ma parole. Il veut vous rencontrer en terrain neutre. À vous de choisir. Après une longue conversation avec Amelia, qui était à la fois terrifiée et étrangement résolue, une rencontre fut organisée. Le lieu qu'elle choisit n'était ni un cabinet d'avocats, ni une salle de réunion, mais la cour principale de la Bibliothèque publique de Boston, un espace ouvert et paisible, un chef-d'œuvre d'architecture entouré d'arcs gracieux et du bruissement tranquille des pages qui tournent. Amelia arriva la première et s'assit sur un banc en pierre près de la fontaine. Elle serra son carnet de croquis usé contre sa poitrine comme un bouclier. Lorsque Samuel Chevalier arriva, il était seul,
Pas d'associé, pas de garde du corps. Il ne portait pas son habituel costume chic, mais un simple pull et un pantalon sombre. Il semblait plus petit sans l'armure de sa richesse. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, les mains dans les poches. Le bruit animé de la ville semblait s'estomper. Mademoiselle Sterling, commença-t-il d'une voix basse. Amra. L'entendre prononcer son vrai nom la fit sursauter. C'était à la fois intime et déconcertant. Merci de m'avoir donné rendez-vous, poursuivit-il. Il ne lui tendit pas la main. Il semblait savoir que cela ne serait pas bien accueilli. Les choses que je vous ai dites, les excuses rédigées par mes avocats, rien de tout cela n'est suffisant. C'était méprisable. Il n'y a aucune excuse. Amelia le regarda, le visage impassible. Elle ne dit rien, se contentant d'attendre. Je n'ai pas seulement cherché votre nom, avoua-t-il, le regard baissé vers le sol en pierre pendant un instant. J'ai tout cherché, votre famille, votre père. Il la regarda à nouveau, ses yeux reflétant une nouvelle honnêteté brute. Je connaissais son travail il y a des années. Je l'admirais. C'était un véritable artiste. Ce qui lui est arrivé, à lui et à votre famille, est une tragédie indescriptible. Les jointures des doigts d'Amelia étaient blanches à force de serrer son carnet de croquis. Des larmes lui piquaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Cet homme n'avait aucun droit sur son chagrin. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Pour que j'aie pitié de vous. »« Non, répondit-il rapidement, pour que vous compreniez. L'homme qui vous a dit ces choses au restaurant était le produit d'un monde auquel le travail de votre père s'opposait. Un monde d'ego, de démolition, d'oubli du passé. Quand tu m'as répondu, tu m'as rappelé cela. » Il fit un pas vers elle. « Ma tour, le projet. Je l'ai annulé. » Amelia écarquilla les yeux, incrédule. « Vous l'avez annulé. Et le restaurant? Monsieur Cléty, le bâtiment ne sera pas démoli. J'ai déjà contacté l'avocat de Monsieur Cléty. Je rétablis son bail pour une durée indéterminée et je paierai personnellement les dommages que mes menaces juridiques ont causés à son entreprise. La commission historique peut se retirer. » C'était plus qu'elle n'avait jamais espéré. Une vague de soulagement si puissante qu'elle en eut presque le vertige l'envahit. Marco était sain et sauf. Les emplois de ses amis étaient sauvés. Mais elle restait méfiante. Un homme comme lui n'abandonnait pas comme ça. Pourquoi? Elle posa la question qui flottait dans l'air, car Samuel répondit « Je veux construire autre chose, quelque chose de mieux, et je ne peux pas le faire sans vous. » Il fouilla dans sa veste et en sortit non pas un document juridique, mais une feuille de papier à dessin enroulé. Il l'étala sur le banc entre eux. C'était un plan vierge du quartier où se trouvait la Belle Époque. « Je suis toujours propriétaire du terrain autour du restaurant, expliqua-t-il. Mais je ne veux plus construire un monument à ma propre gloire. Je veux construire un centre dédié à l'art et à la culture. Un lieu pour les immigrants, pour les réfugiés, un lieu qui célèbre l'héritage des personnes qui font de cette ville ce qu'elle est. Un lieu avec des bibliothèques, des galeries et des salles de spectacle. Un lieu avec des jardins comme ceux qui ornaient autrefois les cours d'Alep. » Il la regarda, le regard intense. « Mais je suis un homme qui construit avec du verre et de l'acier. Je ne sais pas construire avec l'âme. Votre père savait le faire. Et je vois ses yeux quand je vous regarde. Je vois son talent dans la façon dont vous tenez ce carnet de croquis. » Il tapota la feuille blanche. « Je vous offre une bourse d'études complète pour n'importe quel programme d'architecture dans le pays. MIT, Harvard. Vous avez le choix. Tous les frais sont pris en charge et je vous offre un emploi dès maintenant en tant que consultante rémunérée sur ce projet. Je ne veux plus que tu sois serveuse. Je veux que tu sois architecte. Aide-moi à construire quelque chose qui honore sa mémoire plutôt qu'une énième tour vide. » Amelia était stupéfaite, muette. Son esprit était en ébullition. C'était une offre impossible. Une solution de conte de fées née d'un cauchemar. Était-ce un piège? Un moyen de s'approprier son histoire et de sauver sa réputation? Elle chercha sur son visage le moindre signe de tromperie, mais ne vit qu'une profonde lassitude et une lueur d'espoir désespéré. Elle pensa à son père. Il croyait que l'architecture pouvait guérir, que les bâtiments pouvaient être des ponts entre les cultures, entre le passé et l'avenir. Il n'aurait pas voulu qu'elle soit définie par l'amertume et la colère. Il aurait voulu qu'elle construise. Lentement, elle détacha ses doigts de son carnet de croquis. Elle l'ouvrit à la page sur laquelle elle avait travaillé la veille.
Ce n'était pas un souvenir d'Alep. C'était un nouveau projet, un concept de bibliothèque publique moderne, mais avec un atrium central imposant, conçu comme une cour traditionnelle syrienne, avec des arcades géométriques et une fontaine en son centre. C'était une fusion de son passé et de son présent. Elle fit glisser le carnet de croquis vers lui sur le banc. Samuel regarda le dessin. Il vit les lignes élégantes, l'utilisation réfléchie de la lumière et de l'espace, le profond respect de l'histoire mêlé à une vision audacieuse de l'avenir. Il vit l'âme de Khaled Al-Jam raffiner et renaître entre les mains de sa fille. Un lent sourire, le premier sourire sincère qu'Amelia lui ait jamais vu, effleura ses lèvres. Oui, il respira, la voix remplie d'admiration. Exactement quelque chose comme ça. Amelia regarda son croquis, puis l'homme puissant à côté d'elle. Et pour la première fois, elle ne vit pas un ennemi. Elle vit un partenaire. Elle vit une chance. Une chance non seulement de reconstruire les ruines de sa mémoire, mais aussi de construire un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Très bien, Monsieur Chevalier, dit-elle d'une voix claire et forte. Mettons-nous au travail. La nouvelle du partenariat entre Samuel Chevalier et Amelia Sterling provoqua dans la ville une onde de choc bien plus forte que la vidéo virale initiale. C'était une histoire de rédemption, de collaboration et d'espoir qui éclipsait le simple récit du conflit. Le projet fut officiellement annoncé lors d'une conférence de presse organisée, comme il se doit, dans le label Epoch, récemment rouvert et en pleine effervescence sous le regard radieux de Marco Saletti. Il fut baptisé Al-Jam Center for Cultural Heritage, Centre Al-Jamé pour le patrimoine culturel. Les années suivantes furent mouvementées pour Amelia. Elle accepta la bourse d'études de la prestigieuse école d'architecture et d'urbanisme du MIT, mais son éducation ne se limita pas aux salles de classe. Elle travailla aux côtés de Samuel et de l'équipe d'architectes de renommée mondiale qu'il avait réunis. Au début, leur dynamique était prudente. Samuel fit preuve d'humilité et apprit à écouter. Il avait passé sa vie à dicter ses conditions. Il apprit désormais à poser des questions. Il observait, fasciné, Amelia aura, comme elle demandait désormais à ses amis et collègues de l'appeler, diriger une salle, non pas avec force, mais avec une compétence calme et inébranlable. Elle défendait les matériaux, les conceptions, les espaces publics avec une passion qui venait d'un endroit qu'il commençait tout juste à comprendre. Elle se battait pour chaque arcade, chaque cour, chaque détail qui ferait du centre un lieu d'accueil et de refuge, et pas seulement un bâtiment. Amira, quant à elle, apprenait de lui. Elle apprenait le langage pratique des lois sur le zonage, des budgets et de la logistique technique. Il lui apprenait à naviguer dans le monde impitoyable de la construction, tandis qu'elle lui apprenait que la véritable valeur d'un bâtiment ne se mesurait pas en mètres carrés ou en revenus locatifs. Ils ont forgé une alliance puissante et improbable, fondée sur un objectif commun et un respect mutuel. Léo Martinez, l'associé qui avait conseillé à Samuel d'écouter, a été promu pour superviser le projet. Son instinct compatissant a finalement été récompensé. Richard Powell, incapable de s'adapter à la nouvelle philosophie de l'entreprise, a discrètement démissionné. Le Dr Albright a été nommé au conseil d'administration du centre, garantissant que sa mission resterait toujours fidèle à ses principes fondateurs. Par une fraîche journée d'automne, 5 ans après leur rencontre décisive, le centre Alja a ouvert ses portes au public. C'était une architecture à couper le souffle. Il ne grattait pas le ciel comme la tour que Samuel avait autrefois imaginée. Au contraire, il s'intégrait parfaitement dans la rue. Sa façade en calcaire pâle et en bois chaleureux était finement sculptée de motifs géométriques rappelant l'art syrien antique. Le Belle Puck s'intégrait parfaitement dans son coin, son charme d'antan préservé et mis en valeur. Le cœur du centre était le vaste atrium baigné de soleil qu'Amira avait initialement esquissé dans son carnet. Une fontaine jaillissait paisiblement en son centre, le bruit de l'eau étant un baume apaisant. Des galeries s'y ramifiaient, présentant les œuvres d'artistes immigrés et réfugiés. Une bibliothèque ultramoderne regorgeait de livres dans des dizaines de langues. Une salle de spectacle accueillait des musiciens et des poètes du monde entier. C'était plus qu'un simple bâtiment. C'était un témoignage vivant et palpitant de l'idée que la plus grande force d'une ville réside dans ses habitants et leurs histoires. Le jour de l'inauguration, une cérémonie de consécration eut lieu dans l'atrium principal. Amir, désormais architecte confiante et posée, se tenait au podium. Elle regardait la foule diversifiée, Marco Cleet essuyant une larme, le Dr Albright rayonnant de fierté,
et Samuel Chevalier, qui ne se tenait pas sous les projecteurs, mais tranquillement à l'écart, la regardant avec une expression de profond respect. Les bâtiments ne sont pas seulement de la pierre et du verre, a déclaré Amamira, sa voix résonnant dans l'espace qu'elle avait conçu. Ce sont des souvenirs. Ce sont des refuges. Ce sont des scènes où se déroule la vie humaine, Ben. Mon père m'a appris que le rôle d'un architecte n'est pas d'imposer une vision à une communauté, mais d'écouter son cœur et de lui donner une forme physique. Ce centre est le témoignage de cette conviction. Il est destiné à toutes les personnes qui ont dû recommencer à zéro. Il laisse la preuve que même à partir des décombres les plus profonds, il est toujours possible de construire quelque chose de beau et de nouveau. Plus tard dans la journée, alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers les grandes arcades, Amir trouva Samuel debout près de la fontaine. « Il aurait été fier de toi, dit Samuel doucement. Pas seulement pour ce bâtiment, mais pour la femme que tu es devenue. » Amira regarda l'eau danser dans la lumière déclinante. « Il aurait été surpris par toi, répondit-elle, un petit sourire sincère sur le visage. Je pense qu'il aurait aimé l'homme que tu es devenu. » La colère et les jeux de mots de cette nuit au restaurant semblaient appartenir à une autre vie. C'était un éclair qui avait finalement éclairé la voie à suivre pour eux deux. L'un avait appris à voir au-delà de la richesse et du pouvoir, et l'autre avait trouvé le moyen de retrouver sa voix et son héritage. Non pas en s'attardant sur le passé, mais en construisant un avenir audacieux et magnifique pour tous. Et au cœur de la ville, le centre restait un rappel permanent. Les structures les plus puissantes ne sont pas construites sur des fondations d'acier, mais sur la dignité, le respect et la volonté de se voir véritablement les uns les autres. L'histoire d'Amelia Sterling et de Samuel Chevalier nous rappelle avec force que chaque personne que nous rencontrons porte en elle une histoire dont nous ne savons rien. Un acte d'arrogance, une insulte imprudente peuvent être l'étincelle qui allume un feu destructeur, ou, si nous avons de la chance, qui éclaire la voie vers un changement profond. Il ne s'agissait pas seulement de remettre un milliardaire à sa place. Il s'agissait de deux personnes aux antipodes l'une de l'autre qui ont trouvé un terrain d'entente de la manière la plus inattendue qui soit, prouvant que l'empathie est le matériau le plus solide à partir duquel nous pouvons construire un monde meilleur. Cela prouve que nos blessures les plus profondes peuvent souvent devenir la source de notre plus grande force. Si cette histoire vous a ému et vous a rappelé de rechercher la profondeur cachée de chaque personne qui vous entoure, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les histoires de résilience et de rédemption. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui inspirent de défis et en fin de compte, nous relient tous. Merci de votre écoute.